Eh bien, bienvenue sur le site du GRISOF, le groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones. Et nous sommes très heureux d'accueillir pour un premier entretien Madame le professeur Issane Mamouchi, qui est rhumatologue au centre hospitalier de Témara au Maroc, titulaire d'un doctorat en épidémiologie clinique, professeur associé au laboratoire d'épidémiologie et de recherche clinique Université Mohamed V à Rabat, fondatrice de la plateforme epirhume.com, plateforme francophone axée sur la vulgarisation des bases de méthodologie de recherche et de biostatistique, et enfin éditeur associé de la revue marocaine de rhumatologie. Eh bien, Issane Mamouchi, bienvenue. Et nous Merci. sommes heureux de vous accueillir. Et la question du jour est la suivante: comment poser une bonne question en recherche? Si vous permettez, juste une petite introduction pour situer les choses. Dans ma carrière, j'ai vu un certain nombre d'étudiants, de médecins débarquer dans mon bureau pour dire: Monsieur, est-ce que vous accepteriez de diriger ma thèse ou de participer au jury? Voilà, j'ai un sujet formidable. Euh, et j'ai commencé à travailler, j'ai déjà écrit 50, 60 pages. Et là, la première question que je pose, que j'ai toujours posée, c'est: quelle est la question que vous vous êtes posée avant de démarrer ce travail? Et à ma grande surprise, 2 fois sur 3, les gens me regardent avec de grands yeux. Ils n'avaient pas posé de question au départ. Donc, ils étaient partis dans une compilation bibliographique ou une compilation de dossiers sans savoir où ils allaient parce qu'ils n'avaient pas posé de questions de recherche. Donc, à mon avis, c'est un sujet de base extrêmement important. Eh bien, écoutez, nous vous écoutons et merci de votre présence. Merci à vous. Je suis très heureuse d'inaugurer cette série de vidéos sur le groupe du GRISOF avec cette question qui est fondamentale, comme vous l'avez souligné, qui est la question de recherche. La question de recherche est la base et le fondement à tout futur projet ou à tout protocole. Donc c'est vraiment l'étape préliminaire où on doit prendre le temps justement de la développer, de la fignoler, de la valider avant de se lancer dans le protocole en lui-même. Donc cette question de recherche, elle a besoin, on va dire, de 3 ou 4 préalables de base. Un, c'est la revue de littérature. On ne peut pas faire de questions de recherche si on n'a pas lu la littérature pour vérifier est-ce que notre thématique, est-ce qu'elle est déjà traitée, est-ce qu'elle est originale, est-ce qu'elle est sujette à un questionnement, est-ce qu'il y a des zones d'ombre, qu'est-ce que je pourrais apporter à ma pratique et à on va dire, à mes collègues en parlant de cette question de recherche. Donc d'abord, revue de littérature. Ensuite, on va partir du contexte général au contexte spécifique. Donc on va dire, à partir de ma discipline, je vais aller chercher des thématiques et il faut que je choisisse une thématique. Ça peut être un aspect diagnostique, ça peut être un aspect thérapeutique, un aspect préventif, aspect de santé publique, mais ma question de recherche ne veut pas traiter à la fois le diagnostic, le traitement, la prévention d'une même pathologie. C'est pas possible. Donc il faut que je puisse on va dire la concentrer sur un de ces aspects-là. Donc on a dit revue de littérature, on a vu la thématique et comme vous l'avez souligné, notre encadrant ou le mentor donc de ce projet, il faut qu'on vérifie avec lui justement cette thématique. La rédaction de la question de recherche est un mécanisme itératif. Il ne faut pas croire qu'on va l'écrire d'un seul de bout en bout. On va la faire une fois, on va la faire relire par notre encadrant, on va la revalider pour qu'on soit sûr qu'on soit dans les grandes lignes du laboratoire de recherche auquel je suis affiliée ou du service. Et il faut avoir le feedback justement de l'encadrant parce que par son expertise et de son expérience, il aura un œil neuf et important à cette étape justement de cette question-là. Et dernier point en tant que préalable, c'est d'être passionné et d'être enthousiaste pour traiter cette question. Autrement, ça va être compliqué. Les protocoles de recherche, les projets de recherche en général, ils sont longs, ils sont laborieux. Donc il faut vraiment qu'on soit animé par l'envie de faire aboutir ce projet en tant que tel. Maintenant que les préalables sont faits, on peut dire que pour rédiger une question de recherche, globalement, on va spécifier 3 éléments. Le premier, c'est la population de l'étude. Il faut que je spécifie où est-ce que je vais faire mon étude.
quels sont les patients, est-ce que je vais avoir des patients et des contrôles ou juste des patients, et quelles sont leurs caractéristiques. Ensuite, on a ce qu'on appelle les prédicteurs qui peuvent être facteurs de risque et de corréler à mon critère de jugement principal. Donc je vais essayer de voir par exemple, on parle de, il y a un étudiant qui est venu au laboratoire nous dire je veux étudier le diabète, association entre diabète et Covid. Bon, là c'est une thématique, d'accord, mais dans quelle population vous voulez étudier cette question? Dans la population des patients ayant un Covid hospitalisé en unité de soins intensifs, d'accord. Donc là, on est sur la population, d'accord. Quel est le facteur prédicteur que vous voulez voir? Diabète, donc c'est le diabète, d'accord. Donc le diabète est votre facteur prédicteur. Et qu'est-ce que vous voulez mesurer? Quel est l'effet que vous voulez voir in fine? C'était l'étude de la mortalité in fine chez les patients Covid associés au diabète. Donc là, à partir de ces trois éléments, on peut formuler notre question de recherche qui va être la base pour, comme je l'ai dit, rédiger le protocole et donc la base de la méthodologie de recherche. À partir de ces trois éléments, je vais choisir quel est le meilleur type d'étude qui me permettra de répondre au mieux à ma question. Donc trois éléments, on a dit la population étudiée, le prédicteur, qui peut être soit un facteur de risque, facteur protecteur, ou si je suis dans le cadre d'un essai clinique, l'intervention que je vais faire, le traitement que va recevoir tel bras par rapport à notre bras. Et enfin, le troisième point, c'est la conséquence que je vais voir sur mon critère de jugement, qui doit bien sûr être mesurable. Je ne peux pas dire, je veux voir l'effet du diabète chez la population Covid globalement dans la rue. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais mesurer? Là, on va prendre un critère dur comme la mortalité. Donc, question de recherche, il faut qu'on vérifie ces trois éléments. Et alors, comme vous m'avez posé la question par rapport à qu'est-ce que fait une bonne question de recherche, entre guillemets, qu'est-ce qui fait que notre question soit bonne, en fait, moi je leur dis c'est le pif en général. C'est, ça veut dire que la question doit être claire, elle doit être bien formulée, elle doit, comme on l'a vu, avoir dans son intitulé la population de l'étude, les prédicteurs et le critère de jugement ou ce que je vais mesurer. Donc, elle doit être claire, hein. Ensuite, elle doit être pertinente par rapport à ma revue de la littérature, donc c'est le P. Et par rapport à ce que j'ai vu, elle doit répondre à une vraie problématique. Il faut, euh, professeur Altman disait qu'il faut faire moins de recherche, mais mieux. Une recherche qui réponde à de vraies questions. Parce qu'on ne va pas faire de la recherche juste pour faire de la recherche. Il faut vraiment qu'elle réponde à une vraie problématique. Donc il faut que la question soit pertinente. Ensuite, il faut qu'elle soit innovante. Il faut qu'il y ait un aspect novateur qui va apporter un plus à ce qui existe déjà. Si la question a déjà été, on a déjà répondu à cette question par ailleurs, rien ne sert de refaire une étude si elle existe déjà. Donc, il faut qu'elle soit innovante. Et F, c'est faisable. Encore une fois, si je trouve une bonne question de recherche et qu'elle n'est pas faisable dans mon contexte, soit par manque de moyens au niveau de la méthode, on va dire qu'on va faire une analyse sur un matériel que je n'ai pas au laboratoire, ou on va analyser un critère que je ne peux pas relever dans ma population, c'est pas faisable. Donc je ne peux pas faire cette question de recherche. En dehors de la méthode, il faut que je vérifie le coût. Si c'est une recherche qui va avoir un coût que je ne peux pas supporter, donc je ne peux pas la faire, même si cette question est bonne. Donc le coût. Et le troisième point, c'est le temps. Si je m'engage dans une étude de cohorte, je ne peux pas la faire en 6 mois. C'est pas faisable. L'étude de cohorte prend plusieurs années pour voir la survenue de l'effet. Alors, donc je vais m'adapter selon le temps pour peut-être à ce moment-là faire plutôt une étude transversale ou voir comment répondre au mieux à ma question vu le temps qui m'est alloué. Donc on a dit C pour claire, P pour pertinente, I pour innovante, F pour faisable, et E, mais c'est le plus important et c'est la base, c'est éthique. On ne peut pas faire une question de recherche si elle est éthique. Il faut absolument, c'est le préalable de base à toute recherche scientifique, que la question soit éthique. On m'avait dit dans un cours que si je veux étudier le tabagisme, l'effet du tabagisme sur le cancer du poumon, le plus simple serait de prendre un groupe qui fume et un autre groupe qui fume pas et de les suivre. Oui, mais ça veut dire que je vais devoir demander à un groupe de fumer, à un groupe de ne pas fumer. C'est pas possible. Donc, éthiquement, c'est pas faisable. C'est pour ça qu'on fait des études de corps dans ce cas-là. Mhm. Donc, encore une fois, selon la question
que je vais me poser à la base, qui est le fondement de ma recherche. Je vais essayer de voir quel est le meilleur protocole, la meilleure méthode, le meilleur type d'étude qui va répondre au mieux à cette question selon mes contraintes. Et une dernière chose, pour finir, il ne faut pas hésiter à en parler à vos collègues, à notre entourage, quand on est en train de la rédiger, pour avoir leurs avis, pour avoir leurs ressentis. Et la même chose par rapport à l'encadrant ou au mentor. Parce que le fait justement de la faire circuler, ça fait que du bien. D'avoir des avis et des avis contraires pour la formuler au mieux. Et une fois qu'elle est faite, à ce moment-là, le reste est plus simple. Mais ce n'est pas une partie qui est forcément facile, elle est délicate, mais si elle est bien faite en respectant globalement les règles, on peut réussir à avoir une bonne question de recherche assez facilement. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la question à Yves Tremblay depuis Québec dans un instant, mais je voudrais simplement revenir sur le dernier point que vous avez dit, revue de la littérature thématique, rédaction de la question, et il faut être passionné. Oui. Le problème, c'est que, je dirais, l'enthousiasme souvent ne manque pas, mais l'ambition est beaucoup trop importante. C'est-à-dire qu'on veut absolument répondre à une question absolument vaste à laquelle on n'a pas les moyens de répondre. Soit parce que la question est mal posée ou parce que nous n'avons pas les moyens, tout simplement. Comment faites-vous pour freiner l'enthousiasme de vos étudiants, si vous devez le faire? On les forme parce que on peut être motivé, mais sans formation, on peut avoir beaucoup d'idées et de se dire Voilà. on peut faire. À partir du moment où on est formé en méthodologie de recherche, on sait que pour, par exemple, faire une étude de cohorte, j'ai besoin de 3 ans et moi, je dois soutenir dans 2 ans où j'ai pas de budget pour faire ce suivi, je ne fais pas d'étude de cohorte. Et donc, c'est vraiment de contextualiser la question par rapport au contexte qu'on fait. Donc, comme on a dit, l'un des points clés, c'est la faisabilité de cette question de recherche. Donc, la passion, oui, elle est importante, la motivation, oui, elle est fondamentale, mais quand elle est couplée à la formation, ça s'équilibre. Et parce qu'on revient à un contexte, on est plus factuel, et donc on essaie d'adapter au mieux cette question par rapport à nos priorités, soit en termes de temps, en termes de coût, en termes de méthode. Donc, ce qui prime chez vous, c'est la formation de ceux qui vous viennent avec un projet de recherche. Absolument. En fait, l'idée, c'est de les outiller pour qu'ils Oui. mènent à bien leur propre projet, en leur donnant les bases fondamentales de la méthodologie de recherche, des biostatistiques, pour qu'ils soient à même, on va dire, de la mener avec toujours l'avis et l'œil vigilant de l'encadrant, clairement. Yves Tremblay, qui est à Québec et qui est un chercheur, as-tu une question à poser à Issam? Oui, ben d'abord, merci beaucoup, Mme Mamouchi, pour cet exposé, très bien structuré et très compréhensible. Vous avez dit plusieurs choses, mais tout ce que vous avez dit, je dirais qu'il se cadre dans le cadre d'une recherche clinique, Oui, c'est-à-dire une recherche qui va interpeller à 99 un médecin qui va être intéressé par une question qui habituellement va être le fil conducteur de sa propre pratique. Habituellement, c'est à peu près le contexte dans lequel ça se passe. Si maintenant, je vous posais la question du côté de la recherche biomédicale, du côté de la recherche fondamentale, comment se présente le contexte? Moi, je vous dirais, parce que c'est plus mon secteur, je vous dirais que le contexte ne se présente pas nécessairement dans l'ordre dans lequel vous l'avez présenté. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la clientèle potentielle d'étudiants intéressés à faire des études graduées, que ce soit de maîtrise ou de doctorat, vont venir de plusieurs secteurs. Ils vont venir des sciences biomédicales, ils vont venir des sciences pures et appliquées, ils vont venir des sciences cliniques. Et donc, tout ça amène une pluralité dans un même laboratoire. Souvent, c'est ce qui se produit. On peut avoir dans un laboratoire, surtout dans un laboratoire assez gros,
ou par exemple, où moi j'ai fait mes études graduées il y a presque 40 ans maintenant, ben, on avait des biochimistes, on avait des chimistes, on avait des microbiologistes, on avait des médecins, c'était extrêmement varié. Donc, la façon dont la recherche débutait, elle ne débutait pas nécessairement par une question de recherche. La personne venait dans un laboratoire parce que, elle était intéressée aux travaux qui se faisaient dans ce laboratoire-là. Et là, souvent, ce qui se produisait, c'est que le patron disait, OK, avec ta formation, par exemple, ce que tu es le plus susceptible d'aimer, ce qui serait le plus près de ta formation, ça serait, par exemple, d'aller voir dans le champ numéro A. Le champ numéro A, ben, il y a plusieurs étudiants gradués qui sont dedans. Je vais te, excusez le terme en anglais, je vais te matcher, je ne sais pas le terme français. C'est ça. Et donc, je vais te mettre en liaison avec cet étudiant gradué-là et tu vas commencer à travailler avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire faire un apprentissage technique. Un coup que cet apprentissage technique-là est fait, ben, est amorcé, habituellement, tu vas commencer à lire autour de ce sujet-là. Donc, tu vas faire de la revue de littérature. Et c'est comme ça, tranquillement, à partir de cette relation-là étroite que tu vas avoir établie avec un étudiant gradué, que tu vas être capable de dégager une question qui va être différente de celle de l'étudiant gradué avec qui tu as travaillé, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de doublage, il ne faut pas qu'il y ait de doublement, mais souvent, ça va être une question qui va être soit dans la continuité, parce qu'habituellement, ton père, à ce niveau-là, c'est un étudiant de 4e ou de 5e année, puis toi, tu es un étudiant de première. Ça veut dire que le temps où tu fais ton apprentissage, cet étudiant-là va déposer sa thèse, il va s'en aller en stage postdoctoraux et souvent, tu vas reprendre la continuité de ce travail-là. Tu vas le continuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce stage-là, qui dure habituellement 5 ans, habituellement, ce n'est pas là où comment je peux dire, non? C'est pas là où tu te caractérises comme un chercheur. C'est là où tu apprends à devenir chercheur. Mais ce n'est pas là où tu vas développer ton sujet de recherche. Ton sujet de recherche, tu vas le développer dans ce qu'on appelle une formation postdoctorale, où là, tu vas partir 4 ans, 5 ans. Moi, dans le cas à moi, ça a été presque 6. Et donc, c'est là où j'ai développé ma thématique de recherche qui m'est propre et qui fait de moi que mon sujet est un sujet un peu unique et puis que personne, il y a beaucoup de gens qui travaillent à côté de moi, il y a beaucoup d'input, mais le fil conducteur, c'est moi qui le maintiens. Donc ça, c'est le premier aspect que je voulais développer. La deuxième chose, vous avez dit quelque chose qui m'a un petit peu surpris, mais qui ne m'a pas surpris en même temps. Ça ne m'a pas surpris parce que vous êtes clinicienne. Et donc, vous êtes directement au chevet du patient. Mais vous avez dit ceci, faire de la recherche pour faire de la recherche, c'est pas bon. Je vous dirais que c'est faux. C'est vrai dans un contexte de recherche clinique, parce que de toute façon, quand vous travaillez avec le patient, vous travaillez directement sur des questions qui touchent le patient. Mais si vous êtes dans le biomédical, il faut toujours avoir en tête que, et j'espère que ça va continuer comme ça, il faut garder une partie des crédits de recherche dédiés à la recherche biomédicale plus fondamentale. Et le plus bel exemple de ça, c'est qu'on a réussi à développer des vaccins ARN contre la COVID en moins d'1 an, c'est parce qu'il y avait un background dans des tiroirs sur la manipulation des ARN et tout ça. Donc, ça résume un petit peu ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre intervention et on est ouvert à la discussion. Isan va te répondre, Yves. Oui, merci pour votre commentaire. Alors peut-être juste pour expliquer mon propos, je suis tout à fait d'accord avec vous que la recherche fondamentale est nécessaire et elle est fondamentale là pour le coup, et que si on fait de la recherche appliquée seule, d'ailleurs les pays les plus développés sont ceux où ils ont une forte recherche fondamentale.
Même si on fait que de la recherche appliquée, ça n'a pas d'impact, on va dire, en RD comme la recherche fondamentale. Donc elle est nécessaire et elle est obligatoire. Et le propre de la recherche fondamentale, c'est qu'on n'est pas contraint d'avoir des résultats. On fait de la recherche fondamentale, là, pour le coup, par rapport à une question, et on va voir ce que ça va donner, parce que c'est le propre de la recherche et de la démarche expérimentale. Quand on fait de la recherche appliquée, à ce moment-là, le questionnement est différent parce qu'on veut répondre à une question dans le contexte, comme je l'ai précisé, diagnostic, thérapeutique ou préventif dans le domaine de la santé. Et quand je disais faire de la recherche juste pour faire de la recherche, c'était dans le contexte de la recherche appliquée, où on voit certains étudiants qui vont reprendre une thématique qui a déjà été publiée ailleurs et qui vont vouloir voir, ici par exemple au Maroc, est-ce qu'on va avoir les mêmes résultats? Alors qu'il n'y a aucun prédicteur qui nous laisse penser que ça pourrait être différent. Donc c'était dans cet aspect-là où j'ai dit que juste pour dire que je vais publier une énième étude sur tel sujet, c'est là où je mettais le bémol. Mais par contre, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, la recherche fondamentale est nécessaire et elle est fondamentale, encore une fois, et c'est le levier, on va dire, en termes de recherche scientifique dans les différents pays. Et d'ailleurs, nous, on fait un plaidoyer au Maroc pour qu'on ait plus de recherche fondamentale et plus de fonds alloués effectivement à cette recherche, quel que soit le résultat. Oui, c'est vrai que l'abord de la recherche fondamentale ou de la recherche clinique, c'est différent, c'est ce que vous venez d'exposer tous les deux. Et l'obstacle que vous décrivez en réponse, c'est vrai qu'il est fréquent. D'écrire le premier cas au Maroc de la maladie de machin truc muche alors qu'il y en a 3000 cas publiés dans le monde, quel est l'intérêt? Sauf peut-être pour dire que on n'a qu'un cas, mais la physiopathologie est différente pour telle et telle raison. Il a une particularité, mais dire que c'est le premier cas de je ne sais quoi dans le sud marocain n'a strictement aucun intérêt pour la communauté scientifique, sauf à démontrer qu'effectivement, il a une particularité et que ça n'a jamais été vu et que pourquoi il y a ce cas, etc. etc. Donc, c'est ça qui est souvent la difficulté. Et il me semble, je pense que vous serez d'accord tous les deux pour dire qu'il y a finalement un point commun, c'est la rédaction médicale. La démarche est la même, c'est-à-dire l'entonnoir pour l'introduction, c'est ce que vous avez expliqué, pour aboutir à la question, et puis après ça, c'est matériel et méthode, résultats et conclusions. Donc, on a encore 2 minutes, si vous voulez bien, ce sera ma dernière question. Est-ce que la rédaction médicale est la même en clinique et en biologie, en fondamentale? Oui, que je sache, oui. On répond à la structure IMRAD. Après, la partie matérielle sera adaptée selon la question de recherche. Ensuite, les résultats, pareil, rien que les résultats. Et on va discuter nos résultats. On ne discute pas la revue de littérature pour être focus sur la question de recherche. Et on va conclure sur nos résultats. On ne conclut pas sur des perspectives générales. On reste encore une fois juste corrélé à notre question, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Une autre vidéo. Eh bien, on y passera. Yves. Essentiellement, je suis d'accord avec ce que vous dites. Qu'on rédige un document en sciences biomédicales fondamentales ou en sciences cliniques, les prémices demeurent les mêmes. C'est simplement le matériel qui diffère. Mais c'est exactement ce que vous avez dit. J'aimerais juste apporter un commentaire sur le fait que parfois, parce qu'une recherche s'est faite, par exemple, en France, qu'on ne peut pas nécessairement la refaire au Maroc, je voudrais juste mettre un bémol à ce sujet-là. Et là, je parle de la recherche clinique. Je voudrais juste mettre un bémol, surtout depuis qu'on sait de plus en plus que que les contextes sociétaux, etc., peuvent influencer. Puis il me vient un exemple en tête. Par exemple, l'asthme en Afrique et l'asthme en Guadeloupe et l'asthme en Martinique, c'est deux types d'asthme différents. Pour quelle raison? C'est que les Guadeloupéens, pour une raison, les sables de l'Afrique sont transportés à certaines périodes de l'année par des vents en très haute atmosphère et par un phénomène dont j'ignore la provenance. Ces sables-là se retrouvent sur la Guadeloupe, mais pas sur la Martinique. Et les asthmatiques de la Guadeloupe ont les caractéristiques des asthmatiques africains qui sont des caractéristiques différentes
des asthmatiques martiniquais. Donc, Ça revient à se poser la bonne question de recherche. Si ma question est de savoir la différence entre deux profils d'asthmatique, oui. Si je suis dans un pays où j'ai déjà étudié le profil asthmatique dans la ville A et je veux la refaire dans la ville B où j'ai la même structure, là, bémol. Mais tout à bémol. fait, je suis tout Tout à à fait fait. d'accord avec vous. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Nous allons clore ce débat tout à fait intéressant. Merci beaucoup et puis à une prochaine fois. À très vite. Merci.